Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'IoT for Supply Chain qui est organisé donc, par l'ASLog et Wavestone. Donc, je m'appelle Marc Doga, je suis partenaire chez Wavestone dans la practice Supply Chain. Pierre-Yves, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Pierre-Yves Audois, je suis manager sur la practice manufacturing de Wavestone et j'interviens sur des sujets IoT dans le manufacturing et la supply chain. Tu peux y aller François, je t'entends bien. Parfait. Donc notre webinaire va s'adresser à deux types de personnes. Les personnes en fait qui commencent sur les sujets IoT for Supply Chain, donc plutôt on dira les novices sur ces sujets-là, et les personnes qui ont déjà un certain alors, niveau d'expérience, je ne vais pas dire des experts, mais qui ont déjà pratiqué ces sujets. Et en fait, l'objectif de ce webinaire, finalement, c'est de partager certaines clés qui vont vous aider à choisir les bonnes solutions d'IoT for Supply Chain et vous aider à mener ces projets. Donc, on a préparé ce webinaire en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter quelques éléments de contexte sur l'IoT for Supply Chain. Ensuite, on va rentrer dans les briques technologiques, donc dans les 4 briques technologiques, et on finira par le radar des startups. Et on vous partagera le radar des startups. Donc, avant de démarrer, ce qui est important pour nous, voilà, vous avez une petite interface GoToWebinar sur la droite ou la gauche, en fonction de là où vous l'avez mise. N'hésitez pas à poser des questions en cours de présentation. Donc, vous poserez des questions par texte en le tapant dans le menu questions. Et on fera des pauses, on fera 3-4 pauses questions-réponses pour couper un peu la présentation et pouvoir répondre, traiter vos questions. Donc pour démarrer, l'IoT for Supply Chain, son objectif bien sûr, c'est d'apporter une valeur ajoutée aux entreprises. Donc on va partir de la collecte de données. Donc finalement, on prend un objet IoT qu'on va venir mettre sur une unité de manutention. Donc l'unité de manutention, ça va être une palette, un rack, un bac, une boîte ou le produit en lui-même. Et via l'objet IoT, on va venir collecter des éléments, des informations dans l'environnement de cette unité de manutention. Donc des températures, de la géolocalisation, des éléments sur l'humidité environnante, ce genre de choses. Et ensuite, ces données vont être traitées, analysées, mises en forme pour répondre à des besoins métiers. Donc des besoins métiers pour la supply chain. On a 2 types de besoins métiers, donc on a segmenté ces besoins métiers en deux catégories. Les besoins métiers internes, donc tout ce qu'on va retrouver dans les entrepôts ou dans les usines. Donc c'est tout ce qui correspond au trajet de l'unité de manutention. Dans l'usine, par exemple, c'est tout ce qui est réception matières premières, composants, tout ce qui va être le flux usine entre les îlots et après la partie stockage des produits finis. Et dans un entrepôt, c'est le flux interne sur tout ce qui est réception, stockage, préparation d'une commande, expédition. Donc ça, c'est un premier type de besoin métier. Et le deuxième type de besoin métier, ce sont les besoins externes. Donc, ils sont plutôt liés à tout ce qui va être transit. J'ai un fournisseur qui envoie des produits vers son client, vers une usine. Donc là, on est sur un flux externe. Et ensuite, on a l'usine qui envoie des produits à un entrepôt ou un entrepôt central par exemple, qui ensuite envoie des produits, donc ces unités de manutention, à des entrepôts locaux ou régionaux et qui ensuite peuvent envoyer ça jusqu'à un magasin par exemple dans le cadre du retail. Donc l'enjeu de la collecte et de l'analyse de ces données, c'est bien de répondre à un besoin métier et ensuite en répondant à ces besoins métiers, on apporte des gains sur la supply chain. Donc là, on a décomposé les gains en deux grandes familles. La vélocité, donc c'est répondre à ces besoins métiers permettre de développer la vélocité au niveau de la supply chain. Donc la vélocité, c'est quoi? C'est l'agilité et l'efficience. Donc être plus agile, avoir une supply chain plus agile, c'est cette capacité que la supply chain va avoir à toujours fonctionner de manière optimale malgré des éléments qui vont venir qui pourraient perturber son fonctionnement. Ou d'être capable de fonctionner de manière optimale malgré une commande urgente d'un client qui tombe. Et voilà, l'IoT va permettre de garder cette agilité, de gérer alors soit un aléa, soit une commande ou une demande urgente d'un client. Et le deuxième aspect de la vélocité, c'est l'efficience. Donc l'IoT for Supply Chain va permettre aussi de rendre cette supply chain plus efficiente. Donc tout ce qui est par exemple gain de productivité. Donc là, on a un premier aspect qui est orienté plutôt à l'intérieur de la supply chain des entreprises,
avec quand même aussi cette capacité soit à réduire les coûts, soit à répondre de manière efficace à la demande client, aux besoins clients. Et après, on a aussi des gains supply chain qui permettent d'augmenter le chiffre d'affaires en proposant de nouveaux services, par exemple, à ses clients. Donc voilà, pour l'introduction, je vous ai posé j'ai un peu cadré le sujet autour de l'IoT for Supply Chain et de la première ambition qui est une ambition métier. Et par contre, mener un projet IoT, c'est quelque chose d'assez complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que l'écosystème est complexe et cette complexité, elle est basée sur deux aspects. Le premier aspect, c'est un nombre croissant d'acteurs et un nombre important d'acteurs. Donc on a deux grands types d'acteurs. D'abord les entreprises établies qui ont déjà des produits assez classiques, on va dire, et qui ont une base client et qui vont se développer sur des solutions IoT for Supply Chain. Donc ça va être les premiers types de fournisseurs de solutions. Et ensuite, on a les startups qui, elles, finalement, se sont développées en général en s'adossant à un grand groupe, une ETI par exemple, ou un grand groupe, pour répondre à un cas d'usage très spécifique dans une industrie très spécifique. Et donc, elles vont apporter une solution très focalisée sur quelque chose de bien spécifique. Donc, on a voilà, ces deux types d'acteurs, entreprises et startups. Et derrière, on a un écosystème qui est en croissance, un nombre d'acteurs qui est en croissance. Donc, par exemple, si on regarde le nombre de startups sur l'IoT for Supply Chain, on a une croissance en 5 ans de 60% du nombre de startups qui sont sur le secteur de l'IoT for Supply Chain. Donc, il y a un premier élément de complexité donc, qui est lié à ce nombre d'acteurs croissants. Et le deuxième élément de complexité, c'est lié aux technologies. Donc, les technologies évoluent très vite. Et il peut y avoir un enjeu ou une crainte, c'est de dire, est-ce que je dois lancer ou non mon projet IoT for Supply Chain maintenant, avec les technologies existantes, ou est-ce que je dois attendre quelques mois que de nouvelles technologies apparaissent finalement. Et finalement, l'enjeu, c'est plutôt de se lancer assez vite sur un projet IoT for Supply Chain et d'avoir une capacité à un moment donné d'intégrer ces nouvelles technologies, soit pour accélérer le projet, pour ouvrir de nouvelles opportunités ou de nouveaux cas d'usage. Donc aujourd'hui, on a identifié trois technologies qui sont en cours de déploiement ou qui vont être déployées. Donc tout ce qui est réseau 5G. Donc l'enjeu du réseau 5G, c'est de venir en fait augmenter le nombre d'objets que je peux connecter et auxquels je peux venir en même temps récupérer la donnée. Donc si on compare le réseau 5G au réseau 4G, le réseau 5G, on peut connecter 100 fois plus d'objets à un réseau 5G qu'à un réseau 4G par exemple, par unité de surface. Ensuite, on a une deuxième technologie qui est tout ce qui est nanosatellite. Donc là, on a eu les premières constellations de nanosatellites qui ont été lancées. Là, l'enjeu des nanosatellites, c'est d'éviter les zones blanches au niveau terrestre. Donc typiquement aujourd'hui, un container qui serait équipé d'un objet IoT ne pourrait pas être suivi en pleine mer. Et l'enjeu d'un nanosatellite, par exemple, c'est d'être capable de continuer à communiquer avec un objet IoT, même si c'est dans une zone isolée comme en plein océan. Et le dernier sujet qui existe déjà, mais qui va s'accélérer, c'est l'edge computing. Donc l'edge computing, c'est cette capacité à ramener de l'intelligence au niveau de l'objet IoT pour que l'objet IoT puisse faire un premier niveau d'analyse et de traitement de la donnée pour être plus réactif que si on devait envoyer les données dans le cloud, par exemple, et d'attendre un retour d'information du cloud vers l'objet IoT. Donc on est plus réactif, on consomme moins de bandes passantes, donc ça coûte moins cher. Et derrière, on réduit les risques de cyberattaque puisque finalement, je reste sur un travail en local. Donc voilà, donc une complexité des projets IoT basée sur ces deux piliers, le nombre d'acteurs, un nombre d'acteurs important et en croissance, et des technologies qui évoluent très vite. Donc là, je vais vous faire une petite introduction rapide sur la suite de notre webinaire. Et après cette slide, on fera une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite interface du webinaire, GoToWebinar. Donc sur la suite, on va d'abord parler des 4 briques technologiques de l'IoT for Supply Chain. Donc on a 3 briques, les briques 1, 2, 3 qui sont plutôt donc axées techno. Donc là, c'est Pierre-Yves qui va rentrer dans le détail de ces briques-là. Et la brique 4, on a aussi nommé ça une brique, mais qui est plutôt comment je vais utiliser ces données dans des cas d'usage. Donc là, on va vous détailler les 7 cas d'usage. Donc moi, je vais vous présenter cette brique 4. Et lors de la présentation des technologies, on abordera toutes les questions clés qui sont à traiter pour sélectionner la meilleure solution IoT. Donc quand je dis la meilleure solution IoT, c'est la solution IoT qui est la plus adaptée pour répondre à un cas d'usage.
Et une fois qu'on aura présenté cette partie, Pierre-Yves vous présentera le radar des startups. Donc, on a identifié l'ensemble des startups donc françaises qui interviennent sur le business de l'IoT for supply chain. Donc ça, c'est un des premiers critères. Un deuxième critère, c'est des startups qui sont uniquement sur le marché B2B, qui emploient moins de 50 employés et qui ont 8 ans d'existence ou moins. Donc bien sûr, comme je disais précédemment, l'écosystème des startups est en perpétuelle évolution. Donc on ne sera pas exhaustif dans ce radar, mais on pense avoir identifié la majeure partie des acteurs des startups qui sont sur l'IoT for supply chain. Et donc pour arriver à les classer, c'est des startups soit avec qui nous avons travaillé, soit avec qui nous avons eu des réunions d'échange pour bien comprendre quel était leur métier et derrière comment elles se positionnaient dans le radar. Je vous propose qu'on fasse une session de questions-réponses. Alors François, je ne sais pas si tu as pu te reconnecter. Non, mais du coup, je vais pouvoir les poser, Marc, s'il y a des questions. Okay. Vas-y Pierre-Yves. Alors du coup, une première question qui est posée. Vous ne parlez pas de business case. À quel moment intervient-il? Alors c'est vrai que là, on n'a pas parlé de business case, mais finalement, le business case, c'est un processus continu qui va se faire tout au long du projet d'IoT for Supply Chain. Et en général, on fait un business case dès le début, même avant d'avoir choisi la technologie. On fait d'abord un premier business case qui va être imprécis. On va estimer des gains et des coûts. Et au fur et à mesure du projet, on va venir préciser les différents éléments. Mais suite, par exemple, à un appel d'offres, on va choisir un fournisseur de capteurs. On pourra préciser l'aspect coût du capteur dans le business case. Suite au pilote, on pourra préciser, par exemple, les gains que vont apporter le projet, etc. Pierre-Yves, une autre question? Oui, une autre question. Comment gérez-vous la complexité que vous décrivez? D'accord. Donc c'est vrai qu'on a décrit cette complexité. Finalement, la clé pour gérer cette complexité, c'est de commencer par le besoin métier. Parce qu'une fois qu'on identifie ce besoin métier et qu'on va le décrire, ça permet déjà de cadrer en fait, par exemple, un cahier des charges, d'alimenter un cahier des charges et ensuite d'aller consulter des acteurs avec ce besoin bien défini. Donc ça permet déjà de réduire cette complexité. Et un deuxième élément, c'est bien sûr de bien connaître cet écosystème que j'ai présenté précédemment. Ça permet de savoir qui sera le mieux armé pour répondre, par exemple, à un besoin dans une certaine industrie ou sur un certain cas d'usage. Et enfin, bien sûr, en général, on va commencer par un POC ou un pilote si on est sur une technologie IoT plus mature. Et l'enjeu, c'est d'apprendre un maximum sur la technologie, sur le champ des possibles de l'IoT for supply chain, sur ces phases de POC et de pilote. Très Pierre-Yves, bien. d'autres questions? Merci Marc. Non, pas d'autres questions à ce stade. Ok. N'hésitez Donc, pas à vous manifester si vous en avez. Ah, vous parlez de 5G, nanosatellites. Ça paraît loin versus votre recommandation d'aller vite. Pourquoi parler de 5G quand des technos comme Pourquoi parler de 5G quand des... Alors attendez, j'ai un problème pour lire. ouais, alors, ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'est que finalement, on parle de technologies qui ne sont pas matures et non développées, sachant qu'aujourd'hui, on a d'autres technologies, donc on verra avec Pierre-Yves, qui existent. Le message, c'était surtout de partager le fait que voilà, on a un environnement technologique qui est alors je veux dire qu'en accélération, mais qui a une vitesse de transformation rapide. Et le point, c'est de se dire, oui, il y a des nouvelles technologies qui vont arriver. Il ne faut pas que ça soit un frein en fait à un projet IoT. Et à un moment donné, en fait, ces nouvelles technologies vont permettre de rendre des cas d'usage possibles, alors peut-être qu'aujourd'hui, certains cas d'usage ne sont pas possibles. Voilà, c'était ça surtout le message. D'autres questions, Pierre-Yves? Non, je pense qu'on a fait le tour. En fait, Okay. Par rapport à l'horaire, il faut peut-être qu'on avance également. Ouais, très bien, je continue. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail des 4 briques de l'IoT for Supply Chain.
Donc pour vous donner une vision assez globale de cette chaîne, hop. Donc on a d'abord l'objet IoT. Donc l'objet IoT, donc si on regarde ses caractéristiques, donc c'est un objet qui aura un module de communication, plusieurs capteurs, et derrière en fait une capacité limitée en termes de stockage et de consommation. Et dans certains cas, on va faire du edge computing, donc on va ramener une capacité de calcul qui sera bien sûr limitée, mais qui permettra, comme je le disais au début, de gagner en vitesse et en rapidité de traitement de données. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, on passe par le réseau, les réseaux ou les systèmes de transport de données, où là, on est sur des réseaux plutôt basse fréquence, faible puissance et longue portée. Et une des caractéristiques de ces réseaux, c'est qu'on a des communications bidirectionnelles. Donc, on a à la fois de la donnée qui vient de l'objet IoT, qui ensuite sera transmise via le réseau au niveau de la plateforme, donc ce sera la brique 3. Et on a aussi une descente de l'information de la plateforme vers les objets. Donc là, à titre d'exemple, on a illustré certaines briques avec les acteurs en présence. On n'est pas exhaustif, mais c'était aussi pour montrer quel type d'acteurs on peut avoir sur ces différents sujets. Et ensuite, la brique 3, donc, qui est stockage et traitement de données, donc qui globalement ici correspond au périmètre de la plateforme, qui sera soit basée dans le cloud ou basée en local. Donc l'enjeu d'une plateforme, bien sûr, c'est d'analyser un grand nombre d'objets, enfin de gérer un grand nombre d'objets IoT pour analyser un certain grand nombre de données, transformer cette donnée, l'analyser. Et d'ailleurs, c'est là où on peut avoir des couches de machine learning ou d'intelligence artificielle pour, en fonction des données remontées, en fonction des patterns, arriver à faire des analyses et lancer des actions suite à ces analyses. Et ensuite, on arrive donc sur la brique 4, où là, alors c'est pas une brique techno, mais on l'a quand même identifié comme brique, où on va aller au-delà de la brique techno, je vais plutôt le formuler comme ça, où là, c'est qu'est-ce que je fais en fait de ces données pour créer de la valeur. Donc soit j'ai une interface web, qui est souvent en fait liée à la plateforme bien sûr, ou soit je prends ces données-là et je vais m'interfacer avec des outils de la supply chain, donc TMS, WMS, OMS, et on a aussi mis le MES, donc Manufacturing Execution System, qui est plutôt un outil usine, mais dans cet outil, on va aussi gérer des flux, faire de l'ordonnancement. Donc c'est aussi pour nous, on l'a aussi tagué outil de la supply chain. Et comme je le disais au début, l'enjeu, bien sûr, c'est d'augmenter notre vélocité, la vélocité de la supply chain, et de créer de nouveaux services pour les clients. Donc on va démarrer donc par la fin, par la brique 4, puis c'est l'enjeu clé en fait d'un projet IoT for supply chain. Et je vais vous passer en revue les 7 cas d'usage de l'IoT. Donc on a classé ces 7 cas d'usage en 3 catégories. D'abord, on a le tracking. Donc le tracking, c'est à la fois donc, cette capacité à connaître la position d'un objet en temps réel, donc soit dans un bâtiment, soit en extérieur. Donc sur le suivi des produits en intérieur, typiquement, c'est une capacité à savoir où est mon unité de manutention dans mon usine ou dans mon entrepôt. Donc si je prends un exemple, on pourrait avoir un industriel qui produit beaucoup de références en petite quantité, avec des OF de petite quantité. Lui, pour avoir un enjeu, c'est comment j'identifie et je localise rapidement mes semi-finis lorsque je veux lancer un nouvel OF. Et donc l'IoT for Supply Chain va l'aider à localiser rapidement son unité de manutention ou ses semi-finis justement pour démarrer sa production. Donc ensuite, on a le suivi des produits en extérieur. Donc là, c'est tout ce qui va être lié au transport. Donc là, il y a un cas, voilà, il y a un cas d'usage qui est assez répandu, on va dire, c'est tout ce qui est gestion des racks, par exemple. Donc tout ce qui va être les unités de manutention qui sont réutilisables, les contenants réutilisables. Donc typiquement, lorsque j'ai des racks avec une boucle entre soit un fournisseur et une usine, ou entre par exemple une plateforme logistique et des magasins, l'IoT for Supply Chain, par exemple, va permettre d'identifier où sont mes racks pour ne pas les perdre, par exemple, et va aussi permettre de dimensionner les boucles pour ne pas tomber en rupture de rack ou de chariot, par exemple, au niveau de la préparation d'entrepôt ou au niveau de mes lignes de production. Donc voilà, donc d'abord ces 2 cas d'usage. Ensuite, on a la partie tracing. Donc tracing, c'est cette capacité à enregistrer des données relatives aux produits. Donc on a d'abord la traçabilité des produits. Donc c'est tout ce qui va correspondre à de quoi est fabriqué mon produit. Donc composants, matière, de quelle eau ils proviennent. Ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, c'est cette traçabilité par rapport à où est-ce qu'il est passé, quelle usine, quel centre logistique, quelle plateforme, quel entrepôt.
Et donc, par exemple, la traçabilité peut être utilisée pour une société du luxe qui a des enjeux de contrefaçon. Donc, grâce à cette traçabilité-là et donc à l'IoT for Supply Chain, on peut mettre en place des systèmes qui permettent de sécuriser et de valider qu'un produit n'est pas contrefait. Et donc, il y a le deuxième cas d'usage du tracing, c'est l'intégrité des produits. Et quand j'ai un produit, par exemple, c'est cette capacité à s'assurer que le produit est toujours fonctionnel. Donc, par exemple, si j'ai un produit qui doit respecter la chaîne du froid, grâce à l'IoT for Supply Chain, on a cette capacité à s'assurer que l'objet est toujours dans la plage de température adéquate pour qu'il garde sa qualité première. Voilà, et donc ça va permettre de faire ce tracing tout le long de la supply chain. Donc là, on avait les deux premières catégories track and trace, et après, donc on a la partie plutôt sur l'efficience, sur la productivité. Donc un premier élément sur la gestion de l'inventaire. Donc l'IoT for Supply Chain va permettre d'accélérer les processus ou d'automatiser les processus de réception, d'expédition, de stockage et de préparation. Par exemple, une plateforme logistique qui prépare des commandes et qui veut un zéro défaut dans les préparations des commandes peut se servir de l'IoT for Supply Chain pour faire un contrôle à 100% des colis préparés pour être sûr qu'il n'y ait pas de manquant et il n'y ait pas d'inversion de référence dans les colis. Donc là, on avait des cas d'usage plutôt sur l'unité de manutention. Ensuite, on a deux cas d'usage qui sont plutôt sur les assets, donc tout ce qui va être maintenance. Donc, comment finalement l'IoT for Supply Chain me permet de mieux maintenir mes équipements. Donc, si on prend l'exemple du chariot élévateur, avec de la télémétrie, donc de l'IoT for Supply Chain, on est capable de piloter sa flotte de chariots élévateurs au plus près et d'identifier des problèmes de batterie, par exemple, des problèmes de pression de pneus, de température d'huile, ce genre de choses. Et en fonction de ça, de programmer des maintenances préventives, voire avec de l'IA, faire du prédictif sur la maintenance des chariots élévateurs pour éviter des pannes. Et ensuite, le dernier thème, c'est tout ce qui va être pilotage de la performance énergétique des bâtiments. Donc, cette capacité de limiter la consommation énergétique des bâtiments. On pourra avoir le cas, par exemple, sur une plateforme qui doit être sous froid dirigé entre, admettons, 5 et 10 degrés. L'IoT for Supply Chain va permettre ici d'être resté d'une part dans cette plage de température et de faire un réglage de la température au bon niveau pour limiter la consommation du bâtiment. Donc, je vous propose de faire une deuxième pause questions-réponses. Pierre-Yves, est-ce que tu as des questions sur le… Alors oui, une première question. Pourriez-vous nous donner des exemples de l'utilisation des données IoT par des outils métiers? D'accord. Donc là, d'accord. Donc on est sur la brique 4. Donc c'est vrai. Alors un commentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'IoT, la donnée est beaucoup utilisée par des interfaces type interface web, et on commence à voir apparaître, et on pense que ça va s'accélérer, l'utilisation de ces données par les outils métiers, alors de la supply chain et bien sûr de l'ERP aussi derrière. Typiquement, on peut avoir dans le TMS, donc tout ce système qui permet de suivre les livraisons au niveau des camions, par exemple. Et grâce à l'IoT, on est capable de faire un tracking de l'unité de manutention lors du transport, alors sur toute la supply chain, via, par exemple, derrière la mise en place d'une tour de contrôle. Voilà, ça, c'est le type d'application. Et ce qui peut être intéressant, surtout quand j'ai plusieurs transporteurs, par exemple, sur une supply chain assez complexe, ça permet de suivre le transport de bout en bout et d'avoir une tour de contrôle intégrée sur toute la supply chain. Bon, j'aurais d'autres exemples, mais voilà, par exemple sur le TMS. D'autres questions? Oui, une autre question. Quels sont les premiers cas d'usage à mettre en œuvre? Alors ça va vraiment dépendre du besoin métier finalement. Le cas d'usage va être drivé par le besoin métier, on va dire s'il y a un vrai problème à résoudre. Typiquement, j'ai des retards sur mes livraisons, j'arrive pas j'ai un notif qui se dégrade, un on-time in full qui se dégrade parce que je n'arrive pas à respecter l'engagement des livraisons et j'ai des pénalités par exemple.
à ce moment-là, on pourra utiliser justement l'IoT for Supply Chain pour résoudre ce problème-là. Donc, ce qui va driver finalement les cas d'usage à mettre en œuvre en premier, c'est les problématiques identifiées ou les enjeux business case. Si on identifie une zone qui permet d'aller réduire les coûts, augmenter le chiffre d'affaires via la création de nouveaux services, bien sûr, il y a un enjeu aussi de pousser ces cas d'usage en premier. Très bien. Je regarde s'il y en a d'autres. Oui, une autre question. Comment identifier tous les cas d'usage potentiels? Alors, donc, sur la slide qu'on vient de vous présenter, que je viens de vous présenter, donc vous avez 7 cas d'usage. Donc ça, c'est une première grille de lecture qui vous permet de voir si oui ou non ces cas d'usage sont pertinents dans votre contexte. Et finalement, ça peut être un support pour échanger avec les différents acteurs de la supply chain. Mais en général, ce qui va se passer, c'est que vous démarrez sur un premier cas d'usage qui est voilà, un objectif d'amélioration identifié. Et lorsque vous mettez en place une solution d'IoT for Supply Chain, que vous commencez à la pratiquer, ben là, vous rendez compte du champ des possibles. Et en général, c'est là où vous identifiez de nouveaux cas d'usage auxquels vous n'aviez pas pensé, en fait. Et vous allez même sortir finalement des cas d'usage classiques et peut-être penser à des cas d'usage très spécifiques pour votre industrie et voilà, et l'IoT for Supply Chain va vous permettre de faire de nouvelles choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Il y en a quelques autres, mais on y répondra peut-être a posteriori. Je te propose qu'on avance, Marc. Ouais, très bien. Donc maintenant, pardon, on va rentrer dans le détail des briques 3 à 1. Donc Pierre-Yves, je te passe le relais. Oui, merci Marc. Du coup, je vous propose maintenant de zoomer sur la plateforme IoT en elle-même, qui va être finalement la brique qui va vous permettre le stockage, le traitement des données pour pouvoir valoriser ces données pour des besoins métiers et les exemples de cas d'usage que Marc vient d'évoquer. Alors, dans le choix de la plateforme IoT, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que il y a bon nombre d'acteurs sur le marché pour vous accompagner. Les grands acteurs du cloud proposent des offres de plateforme IoT. Ils ont du coup de leur côté programmé un certain nombre de modules qui permettent par un paramétrage somme toute simple de mettre en place des cas d'usage, on va dire standards. Et donc c'est de bons accélérateurs dans ce sens-là pour certains cas d'usage. Il y a également les plateformes dites open source qui permettent de répondre aux entreprises qui ont développé des solutions, des services open source pour les interopérabilités et qui ont les équipes, la communauté d'experts pour avancer sur ces typologies de solutions. Les opérateurs télécoms sont aussi des fournisseurs de plateformes. Ils ne se contentent pas de proposer la partie connectivité, donc la brique 2 ici, la partie connectivité qui est leur cœur de métier peut-être, mais depuis quelques années, ils se sont orientés vers le fait de proposer des services et donc ils vont ajouter à ces offres de connectivité des offres de plateformes IoT, voire de capteurs pour pouvoir bundliser des services complets. Les acteurs informatiques traditionnels sont aussi des fournisseurs de plateformes IoT. Ils s'appuient parfois sur des plateformes cloud, mais ils vont avoir la capacité de jouer un rôle d'intégrateur pour les entreprises et la capacité également de compléter les briques et différents modules par du développement spécifique pour pouvoir valoriser des données autour d'applications métiers ou développement d'API pour l'interaction avec d'autres systèmes d'information de l'entreprise. Nous avons bien entendu les pure players IoT. C'est d'ailleurs dans cette catégorie qu'on retrouve la plupart des startups objets de notre radar de ce jour, qui ont développé des services autour de l'IoT avec, pour la plupart du temps, des plateformes qui vont être orientées sur des cas d'usage précis ou se concentrer sur un secteur comme le ferroviaire ou l'aéroportuaire pour pouvoir répondre à des pain points précis. Le dernier acteur, ils sont finalement les industriels qui ont, pour leur bien propre, développé et mis en œuvre des plateformes IoT
et qui vont pouvoir proposer ces plateformes-là à leurs clients. Elles sont souvent orientées pour des cas d'usage spécifiques au cœur de métier de ces industriels, mais qui peuvent être pertinentes dans certains cas d'usage pour les entreprises tiers. Finalement, pour choisir sa plateforme IoT, au-delà du côté d'un nombre d'acteurs important, il y a un certain nombre de questions à se poser. Alors, les questions que l'on présente là ne sont pas exhaustives, mais on considère que c'est les plus structurantes qu'on évoque ici. Il va y avoir une question autour de la façon dont la plateforme va pouvoir gérer les différents objets et donc tout le module de device management permettant de gérer des objets différents à la cible, de l'appairage, le provisioning, jusqu'au décommissionnement, en passant par toute la phase récurrente où il faudra pouvoir diagnostiquer d'éventuels défauts ou soucis sur ces objets. Un certain nombre de questions tournent ensuite autour de la scalabilité. Et notamment, est-ce que la plateforme est capable d'accueillir demain de nouveaux cas d'usage? Vous partez peut-être sur un premier cas d'usage, des premiers objets. Demain, il y aura sans doute d'autres cas d'usage pour vous. Et donc, cette capacité à scaler dans des cas d'usage différents est important à avoir en tête au moment du choix d'une plateforme. Également, sa capacité à accueillir un volume de données important, un volume d'objets à gérer important. Et puis, ce qui permet finalement de valoriser et de faire ce lien avec la brique 4 et d'autres systèmes informatiques comme par exemple le TMS ou le WMS, dans certains cas d'usage, c'est sa capacité à développer des API, l'ouverture de ces API qui sont des applications d'interconnexion avec d'autres systèmes. Un autre sujet finalement tourne régulièrement et c'est important pour nos clients et les entreprises sur l'hébergement, le lieu d'hébergement de cette plateforme en local ou en tout cas on-premise dans les data centers d'une entreprise ou dans le cloud. Et là va se poser des questions potentiellement de localisation de l'hébergement des données, de la criticité de ces données et de l'analyse de cybersécurité qui peut en être faite au moment du choix de la plateforme. Je vous propose maintenant de passer à la brique 2 et la connectivité. Alors, le choix de la connectivité tourne finalement autour de 4 axes principaux et les questions qui sont afférentes. Le premier, et on les a positionnés dans la partie gauche de ce slide, le premier qu'on appelle la distance, c'est finalement la distance entre le capteur, l'objet connecté, et les antennes ou en tout cas l'infrastructure d'un réseau privé ou opéré qui pourra permettre la remontée de ces données-là. Et donc, on va avoir des technologies de type longue portée où on va pouvoir avoir une portée de plusieurs kilomètres, voire dans le cadre des nanosatellites, une couverture bien plus large au niveau de la Terre. Et ensuite, au contraire, des solutions de connectivité qui vont être à courte portée, quelques mètres, voire quelques centimètres, pour remonter la donnée à une sorte de gateway. Le deuxième axe, c'est le taux de transfert et donc la capacité à transférer un volume de données important. Et donc ça va dépendre du cas d'usage et de la typologie des données qui sont à remonter. Un flux vidéo étant important, il faudra aller chercher des solutions de connectivité avec un taux de transfert important. Au contraire, quelques données pour de la géolocalisation peuvent passer sur des solutions avec un taux de transfert faible. Le troisième axe, tourne autour de la précision de la localisation. En effet, dans les cas d'usage qui ont été évoqués par Marc pour l'IoT dans la supply chain, la notion de tracking est un des cas d'usage et certaines solutions de connectivité vont pouvoir proposer, en plus de la remontée des données premières, des données pour localiser
avec différentes précisions les objets connectés. Et puis le quatrième point, qui est un point assez important, qui est la consommation d'énergie. Ça va être très important et primordial dès lors que l'objet connecté n'a pas de source d'alimentation électrique extérieure et qu'il est autonome sur une batterie. C'est bien entendu très important parce que il en va de la durée de vie de votre objet et donc c'est un point à regarder par rapport au coût de l'objet et au ROI que vous pouvez en tirer, bien entendu. Typiquement, vous le constatez tous, si vous laissez le GPS sur votre smartphone sans le mettre en charge, au bout de 3-4 heures, vous avez votre portable qui est complètement déchargé. C'est quelque chose qui n'est pas utilisable dans le monde de la supply chain avec des objets connectés qui doivent être complètement autonomes. À ces sujets-là vont s'ajouter une notion de niveau de sécurité du réseau, de manière à respecter des standards de cybersécurité. Et là aussi, c'est des choses qui sont à regarder dès les premières phases pour le choix d'une solution de connectivité. Je vous propose maintenant de finir avec la brique 1 et donc les objets connectés en eux-mêmes. Sur l'objet connecté, finalement, je dois aborder dans un premier temps 2 points. C'est finalement la baisse, la diminution des coûts ces dernières années et la miniaturisation, ou en tout cas la capacité à intégrer de nombreuses technologies dans un petit objet qui ont permis de rendre ces objets IoT de plus en plus pertinents dans le monde industriel et dans le monde de la supply chain. Pour le choix d'un objet, finalement, on va se poser la question d'un barycentre entre le fonctionnel et l'économique, avec une notion de juste produit à aller chercher, le produit qui répond à vos besoins et rien qu'à vos besoins, de manière à réduire le coût de production de cet objet, car il va dépendre du nombre de capteurs que vous allez intégrer dans votre objet connecté. On va pouvoir parler de localisation, de température. Est-ce que finalement ce sont des fonctionnalités qui sont nécessaires absolument à votre objet? Le deuxième point sur la partie coût dépend aussi d'une notion de coût par an de votre objet. Il faut finalement pas regarder seulement le coût de l'objet d'achat, mais regarder son coût par an quand on ajoute bien entendu le fait de gérer cet objet en mode run et également finalement sa durée de vie. Le paramétrage de votre objet va être du coup primordial pour pouvoir dimensionner au mieux cette durée de vie par rapport à vos besoins. Il y a encore un optimum à aller chercher à ce moment-là. Et un des points clés dans la durée de vie d'un objet connecté qui va être autonome et donc sur batterie, c'est la fréquence de mesure et de transmission de ces données qui sont la plus grosse part de consommation énergétique dans un objet connecté. À cela va s'ajouter bien entendu des notions de cybersécurité et de limiter les risques d'intrusion au niveau de ces objets connectés. Et également des notions de conditions de vie de cet objet dans des milieux industriels. Est-ce qu'il y a un besoin de réglementation ou de normes ATEX, par exemple, ou d'autres sujets qui peuvent être vraiment importants à regarder, c'est les conditions de température auxquelles vont être sujets les différents objets, parce que ça peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie sur certains types de batteries. Donc voilà finalement les questions primordiales à se poser pour choisir et concevoir son objet IoT. J'en ai terminé pour ces différentes briques. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc j'ai parcouru le fil des questions. Donc il y a plusieurs questions là. J'en ai sélectionné 2.
Alors une première question autour de l'approche pour choisir en fait les différentes briques, et est-ce que l'entreprise doit sélectionner une plateforme sans prendre en compte finalement les capteurs et la connectivité, en décorrélant ce choix du choix des capteurs et de la connectivité? Alors c'est effectivement une bonne question. La réponse est pas triviale. Je dirais si l'objectif est de sélectionner une plateforme pour répondre à un premier cas d'usage, mais avec une ambition de déployer d'autres cas d'usage demain, il est pertinent de sélectionner cette plateforme à part entière par rapport aux premiers cas d'usage et premiers capteurs qui vont être sourcés. Si au contraire, le besoin est avant tout de prouver la valeur d'un cas d'usage, sélectionner dans un premier temps une solution clé en main en bundlisant la plateforme, la connectivité et le capteur peut être une bonne première étape. Finalement, je dirais la réponse dépend de vos ambitions. Est-ce que c'est des ambitions IoT de développer cette IoT de demain à travers ce premier cas d'usage d'aider à l'industrialisation des suivants, auquel cas il est bien plus pertinent de sourcer cette plateforme à part pour pouvoir être un accélérateur des autres business cases. Ok. Très bien. Alors, la deuxième question, alors c'est plutôt technique, là, c'est sur la connectivité. Alors, pourquoi on utilise une connectivité basse portée pour l'IoT, malgré le Alors, fait. c'est vrai que ah oui, ok. Alors effectivement, faible portée, pour autant, ça va répondre à certains cas d'usage. Un des points également importants dans ces choix et ces études, c'est finalement le prix. En fait, sur ces solutions de connectivité basse portée, on va avoir des prix de capteurs pour les utiliser qui sont faibles. Donc, quand on parle de 1-2 euros versus 1-2, 5 euros versus 30-60 euros pour un objet autonome longue portée, c'est sûr que ça aide à se projeter. Euh, Ensuite, ça permet par une infrastructure à déployer sur site et donc qui est tout à fait faisable pour des cas d'usage dans un entrepôt par exemple ou dans une usine, à remonter des données en centrale. Maintenant, attention, finalement, aujourd'hui, bon nombre de nos clients, je trouve, prennent le sujet par la techno en se disant, bah voilà, j'ai envie de faire quelque chose autour de la RFID, c'est pas très cher. Attention, ça ne va pas répondre à tous vos cas d'usage et quand vous essayez de sortir des cas d'usage où la RFID est vraiment fait pour, vous pouvez avoir un business case qui est à revoir complètement. Ok, très bien. Bon, il y a d'autres questions, mais j'en ai retenu deux, hein. Là, il y en a quelques-unes d'autres qui sont tombées. Mais on va continuer donc sur la partie radar maintenant. Oui, venons-en du coup, Marc, au sujet d'aujourd'hui, le radar IoT des startups. Donc, ce sont une cinquantaine de startups qui composent ce radar. On les a classés en cas d'usage, les 7 qui vous ont été finalement évoqués par Marc précédemment. Un certain nombre de cas d'usage tournent autour de finalement la gestion des flux dans la supply chain, le suivi des produits en intérieur, la gestion de l'inventaire, l'intégrité produit, le suivi des produits en extérieur, la traçabilité des produits. Et puis deux autres cas d'usage qui sont un petit peu différents. L'un autour de la maintenance des assets de la supply chain, comme l'évoquait Marc, et puis les startups qui se sont plus spécialisées autour de la performance énergétique du bâtiment, par exemple la performance énergétique d'un entrepôt pour le monde de la supply chain. Je ne rentrerai pas dans le détail de toutes ces startups. Vous voyez que certaines startups sont finalement représentées sur différents cas d'usage. Elles peuvent couvrir un spectre un peu large. Peut-être pour donner quelques
catégorie de startups si on essaye de le faire. Vous allez avoir des startups qui vont plutôt s'orienter autour d'un cas d'usage ou d'une verticale métier, comme par exemple le ferroviaire ou l'aéroportuaire, ou des fonctions dans l'entreprise, le manufacturing, la supply chain, et qui vont développer une sorte d'expertise et de solutions vraiment spécifiques pour ces métiers-là. D'autres vont plutôt s'orienter sur des spécificités techniques différenciantes, comme par exemple la capacité d'ajouter de l'intelligence artificielle dans un capteur pour pouvoir répondre à des cas d'usage encore un peu plus précis, ou en tout cas d'apporter une capacité d'évolutivité autour d'un premier capteur. Voilà pour ce radar. Pour rappel, peut-être, ça a été évoqué par Marc, mais ce sont donc un radar avec des startups B2B pour la supply chain et qui respectent deux critères. L'un, c'est moins de 50 collaborateurs et puis moins de 8 ans d'ancienneté. Voilà, Marc. Oui, très bien. Donc, suite à cette partie, nous allons faire une dernière session de questions-réponses. Non, Marc, tu dois peut-être pouvoir m'entendre. Oui, François, vas-y. Ok, vas-y, mais je te laisse traiter peut-être la dernière partie de questions. Il y a un certain nombre de questions sur peut-on avoir une estimation des coûts estimés, coûts de projet, coûts de fonctionnement? C'est probablement une question qui est très générique. Est-ce qu'on sait dire quelque chose, ou est-ce qu'il vaut plus raisonnablement renvoyer sur des cas d'usage particuliers et peut-être les deep dives sur des cas d'usage qu'on aura dans les réunions suivantes du Lab Digital? Je ne sais pas si vous savez prendre. C'est effectivement un sujet qui va être dépendant de chaque métier et de chaque cas d'usage. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que sur des cas d'usage de tracking simple, donc on est vraiment sur un capteur qui va permettre de localiser un asset de manière autonome, ou qu'il soit avec une précision, on va dire, du kilomètre à peu près. On va pouvoir tourner avec des offres de services mensuelles aux alentours de 8-10 euros qui vont se décomposer avec 3 euros de coût finalement par capteur quand on met la gestion au quotidien, quand on rajoute tous les sujets de plateforme et de connectivité. On est dans ces eaux-là, donc après chaque business case est différent, mais vous voyez que déjà ça peut donner de beaux revenus ou de beaux retours sur investissement pour des cas d'usage qui sont somme toute assez simples. Ouais. Et je voulais rajouter quelque chose. Après, bon, c'est vrai que ça dépend beaucoup des cas d'usage, hein, comme disait Pierre-Yves, mais en général, ce qui va se passer, c'est que le premier cas d'usage, bien sûr, va porter les coûts. Et finalement, une fois que j'ai financé mes capteurs, mon réseau, ma plateforme, et tout nouveau cas d'usage, finalement, se fait un coût marginal assez faible. Donc on a, voilà, il faut des fois, alors on peut avoir un premier cas d'usage où on a un gain faible, mais il faut aussi à un moment donné une décision stratégique pour dire on y va, et à un moment donné on va pouvoir améliorer le business case en ajoutant d'autres cas d'usage. Ok, super. Marc, tu veux que je reprenne, parce que j'ai eu d'horribles problèmes de connexion, de reprendre peut-être quelques mots de positionnement de ce travail Oui, vas-y, que je voulais donner. Donc l'idée ici, c'est on se rend compte qu'on a quand même un panorama technologique assez complexe avec beaucoup d'acteurs. D'une côté, de l'autre côté, des technologies qui sont aussi assez complexes et pas simples à appréhender. Donc les deux objectifs qu'ont se donné Wavestone et Aslog sur ce radar,
c'est aider à se poser les bonnes questions et un ensemble de questions assez simples pour choisir et voir comment se positionner. Et le deuxième, c'est de segmenter un petit peu le réseau des startups qui peuvent être tout à fait utilisées sur ces cas d'usage et d'essayer d'apporter une aide en les ciblant pour aider à choisir. Okay, donc, c'est ces deux approches un peu pragmatiques qui constituent donc un panorama d'un métier et une aide à la décision et une aide pour se poser les bonnes questions qui des fois sont assez simples mais qui derrière sont assez structurantes. Ce travail-là, on l'a conduit avec Wavestone et l'ASLog, donc le lab digital de l'ASLog dont je m'occupe depuis un an et qui a pour vocation d'appréhender un ensemble de nouvelles technologies pour la supply chain et de bâtir en fait une plateforme d'échange pour les membres de l'ASLog, l'ASLog comptant à peu près 400 entreprises comme membres, pour travailler sur les différentes questions de la transformation digitale et bâtir une plateforme d'échange et d'échange de bonnes pratiques. Il y a plein de white papers qui existent et qui sont fournis par tout un tas d'acteurs du marché. Nous, on a retenu d'être vraiment centré sur des cas d'usage concrets. Vous allez continuer à recevoir un certain nombre d'invitations pour à peu près tous les mois une conférence échange tournée autour de 2 cas d'usage d'entreprise, autour de 5 thèmes, IoT comme aujourd'hui, mais on a aussi des échanges sur l'intelligence artificielle, sur RPA, Robot Process Automation, sur le data exchange entre entreprises. Et la 5e thématique que l'on a retenue, c'est les Innovation Labs, ce qui répond un peu à une des questions qui était évoquée, qui est de dire, une fois que j'ai fait un pilote avec une startup, comment est-ce que je peux leverager dessus. Donc, merci beaucoup à Marc, merci beaucoup à Wavestone pour cette collaboration. On a aussi pas mal de questions sur est-ce que la présentation sera transmise et disponible. Et donc, il est prévu dans les jours qui viennent une publication à la fois par les channels Wavestone et puis à la fois sur le site de l'ASLog. Donc, tout ça sera mis à votre disposition. Dernière question que je peux peut-être prendre, c'est quelles sont les sociétés membres du lab digital de l'ASLog? Je citerai, on a Jeffco, on a Daer, on a donc Schneider Electric, La Poste, et puis de beaux partenaires aussi avec lesquels on travaille sur le sujet, que sont Wavestone, Merdis et EY. Donc voilà un peu les acteurs qui travaillent avec nous et qui essayent d'avancer et d'apporter un éclairage concret aux leaders de la supply chain sur ces sujets digitaux. Je te rends la main, Marc, peut-être pour un petit mot de conclusion. Oui. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci pour votre participation. Donc, si je résume ce qu'on s'est dit et les 3 points à retenir, le premier point, c'est pour mener un projet IoT for Supply Chain, le point clé, c'est de commencer par le besoin métier et les cas d'usage. Donc, on part vraiment de ce besoin métier et pas l'inverse. Des fois, on voit des industriels ou des sociétés qui partent de la techno et qui après cherchent des besoins métiers. Donc, on est d'abord sur le besoin métier.